Bonjour, je suis Marie-Pierre Fidil, thérapeute de reconnexion à la source, et voici mon index ABC. Une thérapeute de reconnexion à la source, c'est quelqu'un qui a la possibilité de se mettre en lien directement avec l'inconscient, la source de la personne, c'est-à-dire par le biais d'un dialogue intérieur, de permettre de se remettre en lien avec son être profond, et ainsi par le biais d'une écriture connectée, de pouvoir obtenir des réponses pour avoir un peu plus de sens sur sa recherche, sa demande et son attente. Alors, tout type de personne qui, justement, arrive dans sa vie dans une problématique qui peut être aussi bien physique, psychique, même sur un plan de mécanismes qui se répètent, ou bien simplement une recherche de sens personnel. Cela lui permettra justement d'avoir des réponses qui soient plus en lien avec finalement ce qu'elle contient au plus profond d'elle-même. Et puis, comme c'est une technique qui permet de se mettre en lien avec sa source personnelle, je peux aussi travailler avec des personnes qui peuvent être privées de l'usage de la parole, comme des personnes qui vont avoir un handicap, ou bien même des personnes qui se retrouvent dans des situations de coma, par exemple. J'ai déjà travaillé aussi avec des fœtus par le biais des parents. Et puis également des personnes qui veulent aller plus loin dans une compréhension de leur mission de vie, de ce qu'ils sont venus chercher pour retrouver un sens à leur vie, et également des thérapeutes ou des personnes qui vont aller chercher encore plus de réponses sur un plan plus spirituel. Le premier mot qui vient, c'est l'écoute. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai développé une écoute active, mais aussi une écoute sensorielle qui me permet vraiment de pouvoir ressentir aussi les personnes. Et puis, le deuxième mot pourrait être la bienveillance, puisqu'évidemment, dans cette approche-là thérapeutique, c'est important de vraiment être dans une écoute empathique, accueillir l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent à ce moment-là. Et le dernier mot pourrait être l'exploration, puisqu'en fait, dans cet accompagnement-là, on explore ensemble justement ce qui va permettre d'avoir des réponses plus profondes, en lien vraiment avec son univers intérieur. Quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau portrait, un nouvel index ABC avec Marie-Pierre Fidil qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Merci d'être là. Merci de Merci venir à nous vous. parler un petit peu de votre expertise. Vous faites partie de ces index ABC avec sans doute un des plus beaux titres. Une des plus belles accroches. Vous avez vu l'accroche autour de cette vidéo, c'est marqué sur le petit encart à côté, thérapeute de reconnexion à la source, que vous venez d'inventer. On dit les choses, mais on dit les choses. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il a fallu trouver effectivement une spécificité, quelque chose qui parle, parce que thérapeute, tous ceux qui font l'index sont thérapeutes quasiment, bien sûr. ou ont une dimension thérapeutique. Vous avez choisi la reconnexion à la source. Ouais. C'est la base ? C'est ce qui me semble être le plus clair en fait dans ce que je recherche, parce que j'imagine que beaucoup de praticiens en fait ont le souhait de pouvoir permettre aux personnes de revenir à l'essentiel en soi, qui est lié en fait à son être profond. Selon sa croyance, on peut avoir beaucoup de termes, l'inconscient, l'âme, etc. Mais l'idée de la source, c'est qu'elle amène un aspect un peu plus universel pour moi. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, par exemple, tout ce qui est lié aux annales akashiques, mais c'est comme si tout d'un coup, au même endroit, on pouvait trouver le même type de réponse et qu'on puisse à ce moment-là nous permettre de cheminer davantage en fait. La question que je me suis posée avec vous, c'est vous êtes quoi ? Vous êtes médium, vous êtes clairvoyant, vous êtes clairaudiente, vous êtes intuitif plus. Peut-être que ça me correspondrait un petit peu mieux. C'est toujours délicat d'avoir une réponse précise par rapport à ça. Parfois, les personnes me le demandent au cabinet pour savoir justement si je suis médium, en fonction du contenu du texte notamment que je vais écrire. Mais je crois que c'est vraiment lié au cheminement personnel que j'ai pu avoir, ainsi que les formations, qui m'ont amené finalement à avoir en effet une écoute et un ressenti très intuitif. Et puis aussi par le biais de formations qui m'ont tout d'un coup permis d'ouvrir un peu la prise de conscience que j'avais, de pouvoir me connecter complètement. Il y a eu des révélateurs. Complètement. On va voir ça. Éveil à soi, expansion par la communication profonde. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais on va voir que les choses sont évidemment très très précises. Quel est votre outil de travail ? Mon outil de travail finalement, alors bien sûr j'utilise quand même pour pouvoir apporter à la personne en fait un raisonnement autour de sa problématique.
Donc une première partie quand même, je vais aborder les choses de manière assez pragmatique, on va dire, parce que j'utilise tous les outils que j'ai déjà que j'ai expérimenté avec le temps, les approches d'écoute active, accompagner la personne vraiment pour qu'émotionnellement déjà les choses commencent à remonter à la surface. Une fois que c'est là, je vais en général aider la personne à libérer complètement le mental et ensuite je vais faire cette écriture qui est vraiment une écriture connectée, c'est-à-dire qu'on part d'une question et à partir de là, on va aller directement là où l'inconscient a besoin de nous mener, là où la source a besoin de nous ramener. Parfois, ça peut aller aussi bien dans notre histoire, sur des moments précis, parce que finalement, ce qui va permettre de valider quelque part ce texte, c'est la réaction de la personne, son ressenti, la reconnexion à une mémoire, à un souvenir, et parfois même dans le transgénérationnel. Quand on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé, ça va se manifester en général par une émotion. Donc, on voit que là, ça vient vraiment reconnecter quelque chose avec la personne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que c'est de l'écriture automatique ? C'est de l'écriture connectée, on va dire. Parce que, vous n'aimez pas cette dimension un peu médiumnique c'est-à-dire au pour travers moi, de l'écriture automatique. L'attente est un peu différente, l'approche est un peu différente. L'écriture intuitive, en tout cas dans ma croyance, elle est plus liée à quelque chose qui va venir, spontanément pour la personne. Moi, c'est vraiment en me reconnectant à l'autre, donc vraiment en faisant écho à cette personne-là, que je vais recevoir des informations. Alors, il y a ce qui vient au niveau du texte, parce que en général, c'est vrai que moi, je regarde pas l'écran. Je prends en fait un clavier parce que ça va très rapidement. Je peux aussi écrire, mais c'est trop rapide, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Vous faites sur le clavier d'ordinateur ? Je tape directement sur le clavier d'ordinateur. Ah ouais. Et ensuite, en fonction en général, ça va s'arrêter, il n'y a plus d'informations, mais en fonction du canal un peu de l'autre, je dirais, je peux avoir aussi d'autres informations que parfois je garde un peu de côté parce que c'est vrai que l'important, c'est ce qui va s'exprimer dans le texte. Et en fonction du niveau de conscience de la personne, de son niveau de cheminement, eh bien parfois je m'autorise à pouvoir rajouter des choses que j'ai pu ressentir, percevoir. Ça se fait assez naturellement parce que là, finalement, on va être tous les deux dans un état modifié de conscience qui autorise finalement une forme d'enveloppement de ressenti. C'est comme ça que je vais compléter. Dans l'écriture automatique, Marie-Pierre, c'est vrai qu'effectivement, les gens disent régulièrement qu'ils laissent le bras cheminer, la main cheminer en fonction de la canalisation. Vous, c'est la même chose, mais sur un clavier ? Alors, je pourrais le faire en écriture, mais ma main n'irait pas assez vite. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intuitif parce qu'en fait, c'est malgré soi, en fait. Ça vient spontanément. J'avoue que en fait, le clavier me permet aussi de pouvoir un peu dissocier mon mental de ce que j'écris pour me permettre de ne pas trop rentrer dans l'interprétation personnelle parce que je ne perçois pas toujours ce qui se tape. Ça va très vite. J'ai parfois un ressenti, une idée, quelque chose qui vient en complément, une image ou même des choses que je peux entendre. L'essentiel, c'est vraiment ce qui va s'exprimer dans le texte parce que là, c'est révélateur de l'inconscient, en tout cas de la source de la personne, puisque ça peut remonter très loin parfois. J'ai eu des séances qui pouvaient remonter sur des choses qui pouvaient être reliées à du transgénérationnel, mais parfois même des choses qu'on ne peut pas obligatoirement s'expliquer. Ça va faire sens pour la personne, mais parfois même dans ma culture personnelle, je vais parfois être surprise de ce qui peut s'exprimer. Comment vous avez appelé cette méthode ? J'ai voulu y trouver une identité. C'est vrai que l'approche de l'émission m'a beaucoup aidée à pouvoir clarifier en fait mon approche et en fait mon intention personnelle en tant que thérapeute. Donc je l'ai appelée soit source, éveil à soi et expansion par la communication profonde. Alors, j'essaie encore une fois, et on va revenir sur votre parcours de vie et ce qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui, la thérapeute que vous êtes, mais j'essaie de visualiser. Vous recevez quelqu'un dans votre cabinet qui vient peut-être ou pas pour quelque chose de très précis. D'abord, il y a un échange, il y a une discussion pour que vous puissiez cerner un peu les choses. Et puis à ce moment-là, vous prenez votre clavier. C'est ça. Vous rentrez dans peut-être un état de transe ou une canalisation spécifique. Et vous laissez libre cours à votre... Est-ce que ce que vous tapez, c'est toujours bien écrit ? Les mots sont toujours bien distincts ou alors il y a des fautes de frappe partout ? Alors, c'est intéressant. Parfois, justement, et c'est ça qui est parfois assez bluffant, je reste parfois observatrice de ce qui se passe tellement que ça peut être intéressant de voir combien ça s'adapte à la personne. Oui, ça s'écrit plutôt bien et j'avoue même que la tournure des textes, parfois, est très riche. Ça va vraiment, encore une fois, dépendre du niveau de conscience de la personne, du chemin, de là où elle en est à ce moment-là, et voire même s'adapter à la conscience de la personne. Je précise par là que je reçois aussi beaucoup d'enfants,
Et quand il s'agit de problématiques qui sont quand même assez difficiles, comme voilà, des abus ou d'autres choses un petit peu difficiles, eh bien, j'ai déjà vu des textes qui tournent sous la forme de contes, parce qu'il est plus facile de parler d'une sorcière que de quelqu'un qui nous a fait du mal. Et pour l'enfant, l'intérêt, c'est que la conscience peut quand même intégrer les choses et libérer justement l'émotionnel sans qu'elle soit heurtée par ce qui est exprimé dans le texte. Donc ça, c'est des choses qui sont bluffantes. Vous dites à un moment donné dans votre expertise, au moment où effectivement vous commencez à taper sur le clavier, donc vous parlez avec votre client? Oui, en fait, ça va être interactif après. C'est-à-dire que une fois qu'on aura cerné la question, j'aime bien cette question-là parce qu'évidemment, le texte, ensuite, je l'envoie aux personnes. Et ça va laisser une trace. Et la question de départ, elle permet de savoir quel est le point de départ, de quelle porte on a enfoncé, en fait. Hein. Donc, c'est intéressant, même si on ne sait pas toujours où on arrive. Mais ça permet de cerner ensemble. Et on a déjà fait un premier gros travail, quand même, d'éclaircissement, en fait, de sa démarche, en fait, jusque-là. Et ensuite, je fais en général une petite relaxation, un petit travail de respiration qui permet vraiment de se mettre dans un état léger, donc d'expansion un peu de conscience. Et ensuite, à partir de là, la personne reste en écoute intérieure. C'est important pour moi parce que souvent, sans qu'il y ait de retenue ou de résistance, tout ce qui va venir, c'est jamais anodin. Vous savez, un peu comme l'association d'idées, il y a des choses qui vont venir à la surface et je trouve que c'est intéressant aussi que la personne puisse la laisser venir à soi. Et moi, je laisse taper. Et en général, quand ça s'arrête ou que ça redescend, il n'y a plus rien qui tape. Là, on va découvrir ensemble le texte, on va échanger sur le contenu, sur ce que la personne a pu ressentir. Parfois, même c'est surprenant de voir combien ça vient raccord avec ce qui a été tapé. Mais après coup? Après coup, Après bien coup, sûr. c'est-à-dire une fois que vous avez terminé de taper. Mais on vous va ne tapez rebondir. pas en fonction de la discussion que vous pouvez avoir on avec va le rebondir, client. c'est-à-dire en fonction de ce cas-là, on va reposer d'autres questions et on va aller plus profondément. C'est pour ça que je parle souvent d'une exploration, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, vous ressentez l'intensité en fonction des réponses et du dialogue que vous avez et de ce qu'on vous incite à taper. Bien vous sûr. ressentez une intensité où, lorsque vous arrivez plus précisément sur la problématique même, ça se ressent dans le corps, dans votre manière de taper? C'est vrai. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Dans cet état un peu modifié de conscience, on est sensible à tout. Il y a tout qui parle, en fait. Hein. Donc c'est vrai que je peux avoir déjà, moi, des ressentis assez forts et en général, même des choses qui viennent valider la direction qu'on prend, on va dire. Hein. Mais c'est aussi beaucoup dans la réaction de la personne qui est présente et qui, elle, parfois, va avoir vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions et parfois même toucher un point qu'elle avait même complètement oublié, hein, ça s'est déjà présenté. Un souvenir ressurgit. Et parfois, c'est aussi ce qui est spectaculaire, parce que quand on touche la cible de ce qu'on était venu finalement sans s'en rendre compte chercher, puisqu'on est parti d'un symptôme, mais ce symptôme-là, il parle de quelque chose. Et finalement, c'est sa source qui nous intéresse. Quelle en est la cause? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a été mis en place par l'inconscient pour pouvoir nous protéger, mais à un moment donné, avoir besoin de libérer cette émotion? Eh bien, tout ce cheminement-là, il se fait aussi dans le corps. Et pour la personne, parfois, là, c'est libérateur, finalement. Vous découvrez le texte de ce que vous avez tapé après la discussion? Oui, tout à fait. Jamais pendant? Alors, au fur et à mesure de... Non. Je vais avoir parfois une idée du contexte. Je le ressens à l'intérieur de moi, ou parfois, j'ai plutôt beaucoup d'images quand même. Mais je reste méfiante parce que je dirais que la lecture, elle est souvent faite à partir de son univers intérieur. J'ai, par exemple, pour illustrer ça, eu affaire à des mémoires qui sont liées à la guerre, par exemple. Sauf que ce qui va se taper dans le texte, c'est pas obligatoirement les images de guerre que j'ai eues moi, mais parce que moi, c'est quand même lié à ma bibliothèque intérieure. Donc je vais toujours être vigilante avec mon mental pour pas qu'il ait à interpréter les choses. Ça m'arrive même de demander discrètement si cette mémoire-là ne m'appartient pas, parce que je sens qu'émotionnellement, ça vient faire réagir quelque chose. Hein. Ouais. Donc il faut toujours rester en cette vigilance-là, tout en restant vraiment relié à l'autre, en fait. C'est incroyable. D'abord, j'ai jamais vu le fait de taper directement sur un clavier. Je trouve ça assez étonnant. Ça vous fait des sortes de péplums ou c'est parfois des petits paragraphes assez courts? Non, c'est plutôt 2-3 pages, on va dire. Oui, 2-3 quand même. pages. Oui, parce qu'en gros, sur cette partie-là, en tout cas, où on va vraiment travailler autour du texte, ça dure à peu près 1 heure, en moyenne. Qui vient vous voir? Vous l'avez dit, les enfants? Voilà, j'ai beaucoup d'enfants quand même qui viennent me voir. Alors c'est intéressant avec les enfants et même les adolescents, parce qu'il n'y a pas de filtre chez eux, donc ils ne se posent pas la question de comment je fais. Ça, c'est vrai que souvent, c'est la première chose qui est présente, et c'est quand même assez fluide du coup.
Beaucoup d'adultes, évidemment, Mmh. qui vont venir un peu du bouche à oreille, donc qui ont parfois même ils viennent et puis ils exposent ce qu'ils viennent chercher avec moi, qui me surprend un peu. C'est comme ça que j'ai pu entendre, oui, on m'a dit que vous étiez, en fait, vous faisiez des lectures d'âme, ou vous étiez médium. Donc c'est un peu particulier. Il n'y a que son expérience finalement qui parle pour soi, hein. Mais donc j'ai des adultes qui viennent pour des problématiques de santé, hein, comme des cancers, des choses qui sont liées aux symptomatiques physiques. Beaucoup de personnes quand même qui sont dans une recherche de mieux-être, donc qui vont être Mmh. dans des périodes ou de dépression, qui vont avoir une perte de sens tout simplement dans leur vie, Mmh. ou des mécanismes récurrents. Et donc là, on est vraiment sur une approche de thérapie brève, mais aussi des personnes qui vont être dans une recherche un peu plus approfondie. C'est vrai que j'ai des médiums qui viennent parce que c'est vrai que le support de ce texte les intéresse, parce que ça vient répondre à des questions précises, des réponses précises, et puis parfois, ça nous amène assez loin. Mmh. Des personnes qui sont vraiment dans cette recherche de sens, donc qui vont aller chercher plus loin, des thérapeutes également, mais aussi des personnes qui viennent chercher des réponses pour d'autres, notamment, comme ça permet de pouvoir lever toutes les limitations d'accès à l'inconscient, à la source. Eh bien, je travaille aussi pour aider des personnes privées de l'usage de la parole, donc notamment des personnes qui ont des handicaps. Je vais aussi Donc ça veut avoir... dire, pardon, juste pour ces ouais, personnes qui ont ce handicap-là et privées de la parole, donc là, pour le coup, évidemment, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de c'est ça, discussion. c'est ça. Donc Alors, c'est le justement, mental de la personne qui vient s'incarner dans le... non, je Non. demande aux accompagnants ou aux personnes qui souhaitent avoir des réponses de pouvoir quand même orienter si elles ont des attentes précises. Mais après, il y a tout ce qui vient de l'inconscient de la personne qui concerne, et donc la personne qui a un handicap notamment. Et là, on ne peut pas obligatoirement avoir de retour direct. Ce qui va être intéressant, parce que c'est des personnes que je suis en général sur du moyen terme ou Mmh. du long terme, eh bien, c'est l'évolution, c'est l'amélioration de l'état, ou en tout cas des choses qui vont s'améliorer. Donc, c'est là-dessus qu'on va miser, comme des personnes qui vont être dans le coma, ça m'est déjà arrivé, voire même ce que j'ai pu travailler avec des fœtus notamment, hein, où on va avoir des problématiques au niveau de la grossesse, et les parents viennent me voir parce qu'il y a une inquiétude particulière, notamment sur un exemple qui est plutôt parlant, un enfant qui se présentait par le siège. Mmh. Et puis quand on a travaillé avec le parent au niveau de cette problématique-là, puisque la maman avait très peur, en fait, elle ne voulait pas avoir de produits chimiques. Mmh. Et là, ça a donné lieu à une césarienne. Donc, on a travaillé, et c'est le papa qui a libéré des choses, parce que ce qui était difficile pour lui, c'était peu après le Covid. Il avait des peurs de pouvoir accueillir un enfant dans le monde dans lequel on est, et il n'osait pas en parler à sa femme. Donc, il y avait des blocages émotionnels. Et quand il a pu libérer ça, eh bien, quelques temps après, j'ai eu des nouvelles de ce couple, et le bébé s'est retourné, en fait. Il y avait tout à coup une libération. À partir du moment où c'était verbalisé, Mmh. Ça a été l'enfant dit. était prêt à pouvoir se Ouais, présenter au absolument. monde. Ouais, on a déjà eu beaucoup de témoignages en ce sens. Je voudrais revenir sur les personnes, les comateux. Ouais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que euh, comment vous avez je sais pas, vous travaillez avec une photo de la personne lorsqu'elle était bien et qu'elle n'était pas dans ce coma. Comment est-ce que vous procédez? Parce que vous n'allez Mmh. pas dans la chambre d'hôpital Non, alors ça m'est arrivé, hein, quand même, d'aller sur, notamment, j'ai déjà été en EHPAD, ou j'ai déjà été sur des lieux où il y avait des personnes handicapées. Donc vous prenez Hem, votre je ordinateur. prends, alors c'est parce que c'est plus pratique pour moi de prendre mon clavier. C'est vrai que, voilà, je n'ai pas obligatoirement l'ordinateur, des fois j'ai juste le clavier, mais ça me facilite aussi les choses. Mais oui, je peux recevoir les personnes ou me déplacer. Je me déplace, hein, parfois. Mais j'ai pas de nécessité à avoir de photos, puisque il n'y a pas de limitation au lien que je peux faire avec la personne au niveau... En fait, on est dans un espace plus transpersonnel, donc on est Mmh. vraiment dans cet état modifié de conscience où il y a plus de limites, hein, il y a plus de vide, on est que Mmh. dans du plein, dans de la reliance à l'autre, hein. Donc dans cette résonance de cœur à cœur, eh bien simplement, je peux me mettre en lien avec cette personne, même si à ce moment-là, elle n'est plus Elle n'est consciente. plus consciente. Est-ce que ça veut dire aussi que ces personnes qui sont dans le coma vous délivrent des messages Oui. pour leur famille? Oui, tout à fait. Ben, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui étaient en fin de vie, par exemple, et les familles souhaitaient vraiment pouvoir se relier. Alors, notamment dans des moments où ça permet aussi pour les familles qui restent d'avoir une forme de déculpabilisation, Mmh. pouvoir entamer un deuil différent. Alors, c'est vrai qu'elles-mêmes, elles sont déjà dans une ouverture de conscience pour pouvoir me consulter dans ce cadre-là. Donc, elles ont déjà, en fait, hein, Oui, une elles ont démarche déjà fait un personnelle. travail là-dessus. Voilà. Oui, bien sûr, Mais une c'est vrai que approche. de l'entendre, surtout si évidemment, parce que c'est toujours ce qu'on souhaite, hein, qu'il y ait une reconnaissance de la personne dans le texte, parce que je ne peux pas l'inventer,
Et à un moment donné, il faut que ça puisse parler aux personnes. Donc parfois, il va y avoir des détails que les personnes demandent. On sent qu'elles ont besoin de venir valider que c'est bien la personne qui s'exprime. Et c'est comme ça, finalement, que ça va pouvoir justement amener à la guérison, finalement, à la guérison émotionnelle. Hein. Alors, il y a la guérison émotionnelle, mais on pourrait aussi imaginer, parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit, une personne qui est dans le coma, où c'est irréversible, et il y a une décision de la famille qui doit être prise. Alors, heureusement, ça ne s'est Ça pas s'est posé jamais pour présenté, moi mais ça dans pourrait ce être le cas. cadre-là. Mais ça pourrait être le cas parce que finalement, je sais que ça m'est déjà arrivé que les personnes qui s'exprimaient dans le texte parlent de leur départ proche C'est ça, ou et, de de leur le- souhait de et partir. du besoin qu'on les laisse partir. Et voilà, du besoin qu'on Tout les à laisse fait. partir. C'est possible, Tout à ça. fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est des choses qui libèrent aussi la personne qui s'en va, hein, clairement. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui passent sur un plan émotionnel. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez libérateur. Et puis, ce texte qui reste parfois, c'est comme une dernière lettre qu'on Bah, se bien fait, sûr. comme un adieu quelque part. C'est puissant. C'est puissant, ouais. Et c'est puissant aussi pour moi, Ah finalement, oui, parce que émotionnellement, ça doit être d'une intense. part, par rapport à ce que peuvent vivre les autres, mais je crois que de façon, c'est pour ça que je parle de source, de façon universelle, ça vient quand même nous reconnecter à quelque chose de personnel. Et à un moment donné, ça vient obligatoirement faire écho aussi à mon histoire, à mes blessures, à tout ce par quoi j'ai pu passer, ou qui me relie à des mémoires. Donc, parfois, je sens que même chez moi, ça aide à un processus quand même. Alors, on va parler de vous, parce que ça aussi, votre parcours, c'est toujours très intéressant, et ce parcours qui vous permet aujourd'hui d'être ce que vous êtes. Mais avant de parler de ça, là, vous parliez du clavier, bien sûr, qui est votre outil de prédilection pour capter ces messages et retranscrire, évidemment, ce que vous ressentez. Vous avez testé d'autres choses, à part le clavier? C'est-à-dire que finalement, c'est le plus efficace en Ouais. termes de, en termes de temps, en termes d'efficacité, je parle, hein, parce que c'est vrai que je pourrais finalement le retranscrire directement. Ouais. Mais je crois que j'ai quand même besoin aussi de me sentir dans la justesse et que j'aurais quand même un peu de crainte à pouvoir être trop dans l'interprétation de mon mental. Okay. C'est comme si ça venait décharger une énergie, le clavier. Hein, et j'ai pas besoin d'être juste là à répondre à la question que je me pose. Sinon, j'aurais trop l'impression que ça vient différer, quoi. Ce texte, vous l'imprimez? Bien sûr. Et vous le donnez? Alors, je l'envoie même par mail, en fait, de manière générale. Je peux l'imprimer hein, selon les personnes, mais je l'envoie par mail parce qu'il m'arrive quand même régulièrement, au terme du texte, de proposer parfois, comme pour faire un acte symbolique, parce que c'est vrai que même si on touche à quelque chose de très subtil, on reste quand même hein, des êtres humains qui avons besoin de pouvoir parfois symboliser, acter quelque chose. Donc je propose souvent un rituel à faire, comme pour un petit peu terminer le travail. Mais le texte suffit en soi à libérer beaucoup de choses. Est-ce que vous relisez le texte, corrigez ce texte, améliorez le texte après? Alors améliorer non, parce que j'aurais quand même peur de le transformer. Les mots sont importants et notamment même parfois, vous le demandiez tout à l'heure, il arrive que sans que je m'en sois rendu compte, certains mots sont écrits en majuscules par exemple. Et ce changement-là s'est fait sans que je m'en rende compte. Ça vient porter vraiment un sens appuyé sur ce mot-là en particulier, mais parfois même un mot qui ne va pas s'écrire correctement et pourtant qui a un double sens. Donc là, je me dis, il faut laisser tel quel. Ce que je fais par contre, c'est quand il y a eu, en effet, il peut y avoir des vides, il peut y avoir, je le vois, une lettre inversée. Pour que la compréhension soit plus facile, j'améliore parfois un peu plus l'écriture, en tout cas, pour que ça soit lisible et fluide, en fait. Mais je ne transforme pas le texte. Vous tapez à 10 doigts? Non. Ah non, ah oui, tac, 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 tac. Ouais, maintenant, j'ai un peu plus de dextérité à 3 doigts, mais c'est vrai que je ne me rends pas bien compte, mais ça va assez vite quand même. C'est ce que j'allais dire, il faut aller vite pour pas que l'information, parce qu'il est furtive par définition, vous ne l'ayez pas captée au bon moment, quoi. Bon, cela dit, c'est déjà arrivé, heureusement rarement quand même, parce qu'il y a de la frustration. Tout d'un coup, il peut y avoir des bugs informatiques ou un texte qui ne va pas se taper. C'est jamais anodin, mais en général, j'ai pas laissé trop de personnes frustrées. Mais même ça s'écoute. Il y a peut-être aussi, voilà, parfois des significations. On sent une résistance telle que il peut y avoir un bug au niveau du texte ou le clavier qui ne se connecte pas à l'écran. Enfin voilà, des choses comme ça. Et ça veut dire qu'il fallait pas? C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qui sont difficiles à entendre. Et donc ça, il faut l'annoncer quand même. Tout de suite, de toute façon, on ne peut que le découvrir. Alors on va en échanger parfois. C'est vrai que notamment, ça peut se rencontrer quand on va toucher des secrets familiaux, par exemple. Oui. Quand il y a vraiment un secret
qui est là, en général quand même l'inconscient le met en lumière quand la personne est prête à l'entendre. J'ai jamais vu vraiment de situation qui pouvait être violente ou bouleversante pour la personne à entendre, hein. Et c'est vrai que là, parfois, on sent qu'il va y avoir une résistance. Donc, on va demander vraiment à être un peu autorisé finalement à aller sur ce terrain-là, en restant dans la sécurité. Souvent, c'est les peurs de l'autre qui vont venir freiner. Quand on libère ça, en général, ça vient de façon fluide. Donc, on peut reprendre la question. Allez, parlons un peu de vous. Parce que alors, c'est toujours intéressant, encore une fois, de savoir ce que vous devenez. Votre première partie de vie, ça n'avait rien à voir avec cet univers-là. Même si vous étiez dans l'aide aussi, éducatrice, c'est ça, tout à fait. spécialisée. Ouais. On parle tout le temps du fameux déclic, le switch où vous prenez conscience qu'effectivement, vous n'êtes pas nécessairement à la place que vous devriez avoir. Quel a été ce déclic ? En fait, ça s'est fait quand même tout au long de ma carrière, on va dire, d'éducatrice spécialisée que j'ai adorée, cela dit, avec des publics assez différents. Mais c'est justement dans la pratique d'accompagnement que je me suis rendu compte souvent que je me sentais limitée par rapport à ce que je pouvais apporter comme utilité. Quand on commence ce métier-là, la plupart du temps, en tout cas, ça a été le cas pour moi, j'avais besoin vraiment de trouver du sens à ma vie et de me sentir utile surtout. Mais rapidement, dans le système dans lequel on est, dans la formation qui va nous formater, on va dire, j'avais l'impression souvent qu'il fallait apporter des réponses toutes faites auprès des gens. Alors que souvent, petit à petit, tout au long de mon expérience, les gens avaient parfois plus d'expérience que moi, plus de recul, et elles avaient une ressource qui était là. Mais elles avaient fini par croire que la personne qu'elles venaient voir allait savoir mieux qu'elles. Je me suis sentie à des moments un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, puisque je sentais bien que ça n'allait pas obligatoirement correspondre aux gens. Donc ça a été un petit peu là le premier cheminement. Et puis, il y a eu des déclics parce que, de mon côté, il y a eu des moments aussi de doute, des moments aussi de perte de sens. Et j'ai besoin d'aller chercher en moi un peu plus de réponses. Et j'ai commencé à essayer de trouver des réponses ailleurs. Et ça a été des expériences plutôt fortes, comme notamment la découverte de la méthode du Ho'oponopono, qui est vraiment une méthode exceptionnelle, qui m'a simplement permis de comprendre que j'étais quand même plutôt dans une forme de victimisation, de manière générale dans ma vie. De ressasser un peu le passé, d'avoir à souffrir de ce que j'avais vécu, en me disant que finalement j'étais dans une forme de résilience et que là où j'avais souffert, je pouvais peut-être aider les autres à aller mieux. Sauf que tant qu'on n'est pas conscient de ça, dans cette forme de déni-là, finalement on n'est pas si aidant que ça. Pourtant, vous n'avez pas eu un parcours très très chaotique. Il y a eu des choses complexes parce que parfois, on n'a pas obligatoirement besoin que ça soit trop chaotique, mais parfois, par exemple, le manque de dialogue, le manque d'échange, le manque de légitimité de place dans sa famille, ne serait-ce que ça vous amène à vous trouver très en souffrance par rapport à votre histoire. Donc c'est vrai qu'il y a eu des périodes comme ça un petit peu compliquées, mais c'est vrai que quand j'ai eu cette découverte-là du Ho'opono, ça a changé en fait mon système de pensée, ça a changé en fait ma vision de la vie, ma perception de la vie. Et là, j'ai commencé à être un peu plus ouverte au public que j'accueillais, en fait. Ça a commencé à se déclencher comme ça, en fait. Donc, vous allez suivre d'autres formations ? Donc là, j'ai commencé à entamer des formations. Et là, plus dans la démarche de me dire, là, il faut que je sois dans une écoute beaucoup plus active auprès des gens pour essayer de mieux comprendre pourquoi, quand je les aide, ils peuvent revenir avec les mêmes problématiques. Qu'est-ce qui passe qui fait que ça ne fonctionne pas vraiment ? Je découvre la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est pour moi quelque chose qui devrait être presque obligatoire, je dirais, même ne serait-ce qu'à l'école, même si ça a été un petit peu controversé. La PNL, quand on l'applique telle qu'elle nous est proposée, elle nous permet vraiment de mieux comprendre quel est notre fonctionnement. Cette meilleure compréhension de nous-mêmes, elle nous amène à avoir de meilleurs outils pour comprendre que quand on écoute quelqu'un, on ne doit pas avoir la réponse pour lui, mais plutôt d'essayer de comprendre finalement, qu'est-ce qu'il a déjà en lui pour pouvoir l'aider ensuite. On l'accompagne, mais on ne fait que lui tenir la main finalement sur son propre chemin. À quel moment vous commencez à comprendre que vous ressentez certaines choses et que vous êtes capable de les retranscrire au-delà du fameux clavier ? Par rapport à la sensibilité, vous voulez dire ? Oui, ou même le fait que vous captiez des choses chez les autres. Mais en fait, j'ai l'impression que tout s'est un petit peu mis en place naturellement. Parce qu'en parallèle de ça, j'ai entamé dans une période où j'avais besoin quand même de prendre du recul sans avoir à chercher dans des substituts un peu chimiques. J'ai commencé la méditation. J'ai énormément travaillé avec cette approche-là. Ça a transformé quand même un peu ma vie.
Et rapidement, je me suis rendu compte que je commençais à avoir un peu plus de ressenti avec les gens. Au départ, plutôt émotionnel, je ressentais leurs émotions, c'était assez déstabilisant. Mmh. Et puis quand j'ai commencé ce processus de formation, ensuite du décodage biologique, puis ensuite sur des techniques qui apportaient justement un regard sur la communication profonde, là, ça a ouvert les vannes. Et je me suis rendu compte que parfois, ce qui pouvait être parasitant pour moi de ressentir et de percevoir des choses, que j'avais l'impression de mettre ça plus sur le compte de mon mental, eh bien, ça venait finalement être complémentaire de ce que je commençais à travailler et à ressentir avec les gens. Et ça a été plutôt finalement enrichissant et ça m'a rendu, je pense, plus efficace. Alors vous allez même plus loin parce qu'effectivement, vous avez cette approche avec les enfants, vous l'avez évoqué, avec les adultes évidemment, quelle que soit la raison pour laquelle on vient vous voir, et les animaux. Oui. Alors ça veut dire que vous vous baladez avec votre clavier et vous êtes à Non, côté d'une tête de cheval qui... non, non, non. Non, ça se passe pas comme ça? Non, ça s'est fait un peu par hasard, ça, en fait. C'est des personnes qui venaient me voir et qui, un jour, m'ont demandé si je pouvais pas intervenir. Notamment, la première, ça a été pour son cheval. Donc, j'ai été un peu mal à l'aise parce que c'est vrai qu'il existe la communication animale. Eh Je ne oui. sais pas exactement comment ça se passe. J'imagine qu'on est dans les mêmes, je dirais, connexions vibratoires. Oui. Mais je me suis dit, finalement, j'ai rien à perdre de tenter ça. Et je l'ai fait d'ailleurs la première fois en me déplaçant justement sur le haras où était ce cheval. Et ce qui m'a par contre captivée, c'est de voir la réaction de l'animal. Moi, j'ai assez peur des chevaux, en tout cas quand je suis trop près. Je trouve que c'est un animal quand même qui est assez impressionnant. Ouais, qui Et est là, en puissant. l'occurrence, cet animal-là était à ce moment-là dans des périodes un peu violentes, donc plus personne n'osait l'approcher. Et sa cavalière ne comprenait pas. Donc, on l'a laissé libre pour qu'il puisse justement se défouler pendant que je tapais sur le clavier. Et j'ai demandé à la personne, un petit peu en tâtonnant, en lui disant bah, écoutez, est-ce que vous avez peut-être 3-4 questions quand même qui vous importent pour Mmh. avoir des réponses? Mais par contre, derrière, je laisserai faire ce qui vient. Et en fait, ça a été très, très, très fort parce que l'animal s'est mis à courir et est venu se planter devant moi les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire. Et là, j'ai Waouh. senti qu'il y avait une connexion forte. Et dans le texte, il y avait des choses qui faisaient, qui venaient valider en fait. Hein. Et on se rendait compte que ça parlait de la cavalière. Et c'est souvent le cas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sans vouloir les assimiler, on peut dire que pour les animaux, mais également les enfants jusqu'à peu près 6 ans, c'est souvent une problématique qui va être en lien avec ou les parents, ou en tout cas les propriétaires ou les cavaliers, ou les propriétaires si c'est des chiens, des chats, etc. Parce que l'animal comme l'enfant est presque en fusion, je Mmh. dirais, émotionnelle, avec ceux qui lui sont proches, Mmh. et il va exprimer à la place de l'autre ce qui se passe. C'était quoi le problème du cheval? La problématique à ce moment-là, c'était le fait que sa cavalière, en tout cas, était dans une période difficile où elle n'arrivait pas à faire un deuil sur une relation amoureuse, et elle en était devenue très fermée, très agressive, sauf qu'elle n'arrivait pas à l'exprimer, donc elle s'était beaucoup repliée sur elle. Et en fait, le cheval en fait exprimait toute la tension, toute la colère qui pouvait être retenue. Alors quand ce cheval exprime toute la tension et la colère, comment est-ce que ça se retranscrit dans le texte? Il parle à la première personne, ça Tout dit à fait, je ne veux plus, je ne supporte c'est plus, je ne ça. comprends pas pourquoi tu, etc. Alors ça, c'est important, puisque c'est vraiment ça, c'est toujours un texte à la première personne. Sauf si éventuellement, il y a quelqu'un, une tierce personne qui intervient. C'est souvent le cas dans le transgénérationnel. Mais en général, c'est la personne qui a besoin, elle, de libérer quelque chose qui s'exprime. Donc, c'est à la première personne. Je peux parfois, moi, l'interroger, hein, comme je vous le disais, quand je sens qu'il y a une émotion en écho. Mais en général, c'est toujours à la première personne que ça se passe. Alors on va juste réajuster un tout petit Pardon. peu, voilà, comme ça, votre micro, même si ça fait un peu de bruit, c'est pas Voilà. grave, voilà, ça devrait aller. Non mais là, c'est comme ça, c'est incroyable. Ça veut dire que le cheval comprend que vous rentrez en connexion avec lui, il arrête de gesticuler dans tous les sens, Ouais. il vient se mettre pile en Mm. face de vous fixe dans les yeux, vous avez votre clavier sur les genoux Ouais, et vous tapez ce que le cheval est en c'est train de vous ça. retranscrire. Alors là, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que oui, il va s'adresser parfois à son cavalier ou sa cavalière. Et justement, ce qui se passe, c'est que c'est cette personne-là qui va réagir. Ça vient faire écho. Il y a de l'émotion. Et donc là, ça vient valider. Ou des choses justement qui vont la caractériser. Dans le cas de ce cheval notamment, elle donnait un surnom à ce cheval que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça qu'il l'exprime sur le texte. Donc ça, il y a souvent des petites choses qui permettent de venir valider quand même. Alors pour moi, c'est un cadeau, parce qu'il y a toujours cette appréhension que le texte ne parle pas à la personne. Bien sûr. Et vous l'avez fait sur d'autres animaux?
Oui, bien sûr, je le fais régulièrement maintenant sur d'autres animaux, des chats, Les des chiens. chiens, les chats? Voilà, il peut y avoir d'autres et à distance parfois, hein, sur des personnes qui vont avoir des peurs, qui ont perdu un animal. Alors ça, j'aime un peu moins parce que j'ai toujours eu des craintes, mais maintenant les gens qui me connaissent bien et qui viennent régulièrement me voir pour elles ou pour leur animal, ont pu déjà me demander si, j'avais des pistes, sur un animal qui avait disparu et cetera et c'est vrai que, j'ai des informations parfois, Et hein. là où c'est génial, c'est-à-dire qu'un animal qui est agressif, notamment un chien, Ouais, qui est agressif ou un chat qui ne se laisse pas caresser et autres, vous pouvez très bien rentrer en connexion avec lui, par le biais de ce clavier donc et de ce texte qui retranscrit son mal-être. complètement et c'est, d'autant plus fluide avec les animaux que de la même manière, il y a pas de filtre. Donc c'est même beaucoup plus précis parfois, je dirais, sur des, symptomatiques physiques, par exemple. J'ai déjà eu des personnes, hein, qui, ont pu me dire: «Ben voilà, il y a un vrai problème. On va travailler avec le texte» et le véto va dire: «Mais là, il y a une amélioration, qu'est-ce qui s'est passé?» Et ça c'est génial quand ça se passe comme Incroyable, ça. Ouais, ouais, c'est tout à fait, fabuleux ça. Donc effectivement, le champ d'action de votre expertise, il est quand même extrêmement vaste. tout à fait, Vous pouvez aller voir n'importe qui, tout à quelle fait. que soit sa condition, quelle que soit la situation dans laquelle il se retrouve et quelles que soient les difficultés C'est ça, auxquelles il doit faire face. c'est ça, oui. Ça s'appelle donc la reconnexion à la source. C'est le soi source, C'est ça, la méthode soi source. ouais. Mais c'est incroyable. Non, non, mais moi je suis fasciné. Depuis qu'on enregistre des index, je me dis à chaque fois, je me dis, mais on a eu des archéologues du soi, on a eu des imaginologues, on a eu de la rigologie, on a eu Mmh. plein de choses comme ça. C'est fascinant d'arriver à trouver son angle d'expertise comme ça et vous Ouais. dire, voilà, vous vous baladez en permanence avec votre clavier, votre ordinateur pour retranscrire Mmh mh. ce que les autres, Le cheval en question, là, par exemple, le texte est long. Pareil, c'est deux Heu, trois pages aussi? oui, c'est beaucoup plus direct quand même les animaux. Il y a pas de détour émotionnel, pas énormément, hein. On est vraiment direct sur la cause en fait, hein. Donc mais oui, souvent c'est souvent une page quand Et même, alors, hein. le plus surprenant des animaux que vous ayez pu faire, c'est quoi? Alors c'est pas tant un animal parce que ça tourne plutôt autour des chats, des chiens et des chevaux pour l'instant en tout cas, mais c'est plus la comment dire? La vérité qui peut être assez forte sur, par exemple, des animaux qui ont pu dire qu'ils allaient mourir, par exemple et qui, préparaient en fait, Mmh. leur, propriétaire, Est-ce que vous pourriez remonter jusqu'à de l'infiniment petit? Des j'imagine. insectes? Alors je vous avoue, enfin Non ça va mais pas c'est non, rester non, entre mais nous, mais non, mais j'ai testé avec des plantes, j'ai testé avec plein de choses parce que mais si vous voulez, alors si on élargit un peu plus le spectre, on va dire, étant donné qu'il y a pas de limitation, ce que j'ai pu expérimenter quand même, c'est que c'est tout ce qui a de l'attrait du vivant ou en tout cas de la mémoire et la mémoire, elle est assez large. On sait très bien que les lieux peuvent porter une bien mémoire. sûr. Donc ça m'est déjà arrivé de pouvoir travailler sur des lieux. Les plantes sont Mais vivantes, attendez, parce que donc quand vous dites le lieu, par exemple, je dis n'importe quoi, effectivement, quelqu'un il parle de sa maison. mmh. C'est la maison, les pierres de la maison vous parlent? Oui, tout à fait, tout à fait. Les pierres, des lieux qui ont été, comment dire? Qui ont une histoire, Qui ont une histoire oui, oui, bien assez sûr. alors, je m'en amuse, hein, mais c'est vrai que, parfois, selon les voyages que je peux faire, je teste et mon mari est souvent complice dans ce genre d'approche-là, puisqu'il va vérifier, lui, sur un plan historique Bien et sûr. puis on va tester. Comme il y a pas mal de choses qui peuvent venir Mais c'est facilement, génial. ça va retranscrire d'une histoire déjà vécue, là et c'est une vibration, finalement. Donc on sait très bien que l'espace-temps n'existe pas vraiment et c'est comme si c'était encore présent, comme une étoile qu'on peut voir et qui est pourtant déjà morte. Mais il y a quelque chose qui est là. Mais vous n'avez pas pris votre clavier pour ce studio? On Mais aurait dû. une feuille et un papier me Mais suffirait en c'est tout cas. incroyable, c'est extraordinaire. Non, non, c'est fascinant. Ça s'appelle donc le soi source, c'est la méthode, évidemment, thérapeute de reconnexion à la source et voilà, je crois que quand on a entendu votre expertise, c'est la meilleure définition qu'on puisse donner parce que là, pour le coup, il y a pas de filtre, Ouais, tout à hein, fait. on est direct à la source, Ouais, comme ouais. on dit et c'est vrai que, ça permet peut-être aujourd'hui d'avoir des réponses à toutes ces questions, existentielles, anxiogènes, Mmh. parfois, au sein des familles, c'est assez compliqué. Les secrets de famille, Ouais. ça, c'est toujours la grande question de savoir si on doit le dire ou pas. Et oui. C'est pour ça que c'est aussi important, parfois ça se fait par étapes. Comme je vous le disais, il y a vraiment, j'ai pas vu de séance où on ait été bousculé par un secret de famille. C'est qu'il est temps en général quand ça s'exprime, hein. Donc ça, c'est important. Mais ça se fait en douceur de manière générale. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être extrêmement libérateur parce qu'un secret de famille va pouvoir parfois pourrir,
une branche entière, voire un arbre entier d'un arbre généalogique, et toute la lignée va être touchée, va être impactée. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment très libérateur. Voilà un index absolument passionnant. Je sais que ça va pas vous laisser insensible et que vous aurez envie de tester parce qu'on peut le faire à distance, hein, vous l'avez expliqué. Je travaille à distance, oui, la bien plupart sûr. du temps. Parce que j'ai des personnes qui sont à l'étranger. C'est vrai que depuis quand même la période de la Covid, on a quand même beaucoup de personnes qui préfèrent aussi rester chez elles. Ouais. Donc ça a facilité aussi le travail en visio. Mais voilà, tout est possible en fait. Et donc aucun support. Non. Pas de photos, pas de rien, rien de non, tout ça. pas de nécessité. Et au contraire, j'essaye de faire un minimum je dirais, d'imprégnation par mon mental. Donc je laisse faire les choses. J'essaye justement de me libérer de tout ce qui pourrait être de l'interprétation en fait. Extraordinaire, fabuleux. Marie-Pierre Fidil est donc thérapeute de reconnexion à la source. Vous avez autour de cette vidéo l'intégralité de ces réseaux d'abord et puis ensuite des liens qui vous permettront de rentrer en contact avec elle. Encore une fois, quel que soit votre besoin, votre questionnement, la nécessité d'avoir effectivement des réponses aux questions que l'on se pose sur nos chemins de vie, sur la famille, sur les enfants, sur les animaux. Vous faites un super métier. Hein. Merci. Vous êtes consciente de ça? J'ai beaucoup de chance, ouais. Hein, je suis sérieux? dans la gratitude, vraiment. Vous pouvez l'être. Merci infiniment, Marie-Pierre. Merci à vous, Marc. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain portrait index. À très bientôt. Salut.